collatérale pour Enedis. On en parlait des nouveaux usages, mais des nouveaux équipements. On est tous équipés maintenant de plus en plus de casques. Merci à toi. Donc effectivement, on voit que l'IRVE, on en parlait d'ailleurs quand on avait préparé ce cycle de conférences l'année dernière. On se disait les RVE, 2020 c'est une année stratégique, mais plus que jamais, parce que finalement, on n'imaginait pas quand en 2019 on avait préparé ces conférences qu'il allait malheureusement arriver ce Covid, mais là ça met sur le devant de la scène encore plus les besoins en termes de bandes de recharge électrique dans les copropriétés. Et donc ça va être ton propos là maintenant. Oui, tout à fait. Bonjour à toutes et à tous d'abord. Ravi d'être avec vous. Et effectivement, dans ce contexte un peu particulier de Covid et de déconfinement, mais effectivement, comme on disait, les fondamentaux du développement de la mobilité électrique et les attentes, j'allais dire, de tout le monde concernant une mobilité plus propre sont là. Et effectivement, le sujet reste complètement d'actualité. Du coup, je vais partager mon Partager la écran. présentation. Voilà, hop là. Voilà, et lancer la présentation. Et là, vous êtes tous très alertes C'est aussi. bon. C'est super. Donc, vous voyez mon écran. Je coupe juste le son et la vidéo, mais je suis à côté de toi, hein. Parfait. Bah, écoute, alors, tout d'abord, je voudrais effectivement, à titre d'introduction, rebondir sur l'intervention qui a été faite lors de la table ronde d'ouverture sur le programme Bienvenue. Effectivement, on a mené un programme entre 2016 et 2019 avec le soutien de l'ADEME sur la région Île-de-France pour expérimenter des solutions techniques de raccordement de bornes de recharge dans les parkings d'immeubles. Alors pourquoi Enedis s'intéresse finalement à cette problématique? Déjà, je voulais un petit peu rappeler qui nous sommes Enedis et pourquoi on s'intéresse à la mobilité électrique. Et bon, tout d'abord, Enedis, nous sommes le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité. Nous couvrons 95% du territoire. Nous sommes le concessionnaire, j'allais dire, au même titre que Orange pour la fibre ou le téléphone, mais nous pour l'électricité. Nous assurons bien sûr des missions qui sont le raccordement au réseau public de distribution des nouveaux usages. Et à ce titre, la mobilité électrique est un nouvel usage tout à fait particulier. On l'a indiqué tout à l'heure en introduction, les puissances électriques pour recharger des véhicules sont relativement significatives. Et donc, il nous a paru nécessaire très vite, en tant que GRD et avec l'obligation de mission de service public, de nous investir sur le sujet afin, d'une part, bien évidemment, d'assurer la sécurité, tout d'abord, des infrastructures, et d'autre part, de permettre aussi le développement de ce nouvel usage dans les immeubles, et notamment les immeubles existants, qui sont bien évidemment les plus difficiles à adapter pour intégrer les besoins de puissance de ces véhicules. Alors, sans transition, un petit peu de pédagogie parce que tout le monde n'est peut-être pas complètement familiarisé avec la recharge des véhicules électriques. On voit que tous les fabricants de voitures, voilà, toute la filière automobile se mobilise pour déployer ces véhicules électriques, ces véhicules hybrides rechargeables. Donc on a finalement deux grandes catégories de véhicules qui sont susceptibles de se recharger dans les parkings, avec des besoins qui peuvent être très différents. Un véhicule hybride rechargeable, c'est un véhicule qui est à la fois à essence et électrique, avec une batterie qui est de l'ordre d'une autonomie de 50 km. Et finalement, pour recharger 50 km d'autonomie, on n'a pas besoin d'une grosse puissance avec une prise secteur classique 8 ampères, voire une prise renforcée 16 ampères qui correspond à 3,7 kVA, ce qui correspond en gros à votre cuisinière électrique, hein. Vous pouvez tout à fait recharger vos 50 km d'autonomie pour un véhicule hybride rechargeable. Dès l'instant où on bascule sur des véhicules complètement électriques, hein, la Zoé, la i208 ou les autres véhicules, vous avez des autonomies dans ce cas-là qui sont plutôt autour de 300 à 400 km d'autonomie, ce qui correspond à des batteries
de 60 kWh. Et pour recharger ces batteries, j'allais dire dans des temps raisonnables, on va vite arriver sur des niveaux de puissance qui sont de 7,4 kVA. Ce qui représente une recharge de 100 km d'autonomie en 3 heures, et ce qui permet dans le résidentiel, lorsqu'on laisse recharger son véhicule une nuit, de restaurer l'autonomie complète de sa batterie et pouvoir bénéficier de 100% de son autonomie le lendemain matin. Alors, donc, quand on veut raccorder ces nouveaux besoins dans un parking d'immeuble, on l'a dit tout à l'heure en préambule, l'avocat l'avait souligné, finalement, un utilisateur, un résident, il est finalement, lui, confronté à son problème personnel qui est de dire je viens d'acheter ou je veux acheter une voiture électrique, je veux raccorder ma prise renforcée ou ma borne sur ma place de parking. Comment je peux faire ? Alors, il a effectivement la possibilité d'engager une démarche individuelle, ce qu'on appelle le droit à la prise. Et ce droit à la prise, en fait, oblige la copropriété à répondre favorablement à la demande individuelle de ce résident. La difficulté, c'est que, comme le soulignait l'avocat, il y a un certain nombre de copropriétés pour lesquelles la capacité de puissance résiduelle sur les services généraux, puisque c'est souvent là-dessus que le résident va vouloir connecter sa prise ou sa borne, la capacité résiduelle sur ces services généraux n'est pas forcément très, très importante. Elle peut, le cas échéant, couvrir le besoin d'ailleurs et d'ailleurs, il y a beaucoup de premières connexions de droit à la prise qui se font sur les services généraux d'immeubles. Mais la difficulté, c'est que on est un peu dans une logique de premier arrivé, premier service. C'est-à-dire que peut-être pour les tout premiers utilisateurs, ça va bien se passer, mais très vite, on risque d'arriver à une saturation de l'infrastructure électrique. Après, il y a une autre démarche qui est possible, c'est d'engager au niveau de la copropriété une démarche collective, c'est-à-dire de profiter finalement des premiers utilisateurs, des premiers résidents qui veulent passer à l'électrique pour j'allais dire, préparer l'avenir et finalement créer une infrastructure électrique collective qui permette et qui soit évolutive, qui permette donc de répondre aux besoins des premiers utilisateurs et qui, bien sûr, puisse assurer progressivement la connexion des bornes des nouveaux utilisateurs dans la copropriété, et ce, de manière équitable, hein, et dans une logique où on ne soit pas au premier arrivé, premier servi, mais plutôt où tout le monde puisse avoir un droit d'accès à cette infrastructure collective avec des tarifs et des coûts qui soient les mêmes. Alors évidemment, avec une actualisation dans le temps des tarifs, mais en gros que le résident qui a la malchance d'être au niveau -2 et au bout du parking ne se retrouve pas à payer 4 fois ou 5 fois plus cher que le résident qui se trouve avoir la chance d'être au plus près du tableau électrique. Donc le message, c'est un peu en collectif, en résidentiel collectif, penser à une solution collective avant de penser à une démarche individuelle. Et ça nécessite effectivement, au sein de la copropriété, d'avoir des acteurs, et notamment des conseils syndicaux, qui soient ouverts et attentifs à promouvoir ces solutions collectives, parce que bien souvent, tant qu'à titre personnel, on n'est pas concerné par le sujet, on a tendance à dire pourquoi j'investirais finalement un peu d'argent pour une infrastructure dont je n'ai pas l'utilité personnellement. Oui, mais c'est peut-être une valorisation du patrimoine et c'est peut-être préparer progressivement une facilité pour répondre à des obligations réglementaires, puisqu'on voit que notamment sur Paris, les ZFE, hein, les zones à faible émission, se mettent en place et les circulations de véhicules vont devenir de plus en plus contraintes si on ne passe pas à des véhicules à faible émission. Alors très rapidement, quelles sont les configurations possibles d'équipements collectifs dans un parking ? Donc on a 3 grandes familles de solutions. La première, c'est une solution qui est finalement une extension de la colonne montante. Donc vous savez que dans votre immeuble, vous avez un ouvrage électrique qui s'appelle la colonne montante et qui dessert tous les logements avec des compteurs par logement. Et finalement, l'idée, c'est de dire si on met 7 kW sur une place de parking, c'est la même puissance qu'un logement.
Donc, c'est peut-être voilà, une configuration de déployer une colonne électrique dans le parking et de placer un compteur électrique et pour les utilisateurs évidemment qui en ont le besoin. Et à ce moment-là, l'utilisateur ouvre un contrat de fourniture d'électricité pour alimenter sa borne et achète son électricité. La deuxième grande famille, c'est, comme je l'ai évoqué, le raccordement sur les services généraux. Et puis la troisième grande famille, c'est un nouveau compteur dédié. Alors effectivement, j'étais un peu allé trop vite en allant dans le détail, mais voilà, je vous propose de passer un peu de temps sur chacune de ces trois solutions. La première, donc comme je l'ai évoqué, c'est de déployer une colonne électrique dans le parking. Donc je vous ai mis quelques photos de réalisation sur une copropriété qui se trouve à Lyon. Le principe, c'est que vous avez un câble public, donc c'est le fameux câble rouge sur le schéma, qui va circuler dans le parking au niveau des travées et qui va être disponible, entre guillemets, auprès de chaque place de parking ou de chaque box pour pouvoir connecter en fait une installation à ce moment-là individuelle et privative. Et donc sur les deux autres photos, vous avez la connexion privative individuelle qui est sur un box qui a été équipé avec le tableau électrique, avec le compteur et la borne de recharge qui est installée dans le box. Voilà. Alors évidemment, lorsqu'on est dans un box, en plus, une fois qu'on a électrifié le box, on peut utiliser l'électricité aussi pour mettre de l'éclairage, pour automatiser la porte de garage, bref, pour raccorder peut-être un frigo. Voilà. Donc effectivement, ça répond aussi potentiellement à des besoins plus larges que le raccordement de la borne de recharge, même si c'est la puissance de la recharge qui va nécessiter finalement de déployer cette infrastructure. La deuxième solution, c'est le raccordement des services généraux. Et effectivement, on peut avoir certaines copropriétés qui ont des compteurs services généraux de forte capacité. Ça arrive lorsqu'on est sur une grosse copropriété, lorsque le maître d'ouvrage à l'origine avait dimensionné les services généraux de manière un peu confortable. On peut avoir des compteurs services généraux qui ont une bonne capacité de puissance. Et là, effectivement, l'intérêt de se connecter sur les services généraux, c'est que c'est relativement facile et accessible. Il n'y a pas nécessité de créer une nouvelle infrastructure. Donc, il suffit de retirer des connexions électriques depuis le tableau électrique des services généraux. La difficulté ou le point de vigilance sur cette configuration, c'est effectivement de veiller à l'équilibrage des phases et à ne pas perturber le fonctionnement des services généraux. Le retour d'expérience qu'on a pu avoir de certains utilisateurs, c'était de dire ça marche bien, mais quelquefois, il faut être bien précautionneux dans l'étude électrique et bien s'assurer de contacter un professionnel qualifié qui va faire cette étude au préalable pour bien évidemment qu'on ne fasse pas déclencher l'ascenseur lorsque la recharge d'une voiture se met en place. Après, l'autre difficulté aussi, c'est la répartition des consommations d'électricité qui est à faire et qui est à défalquer de la consommation du compteur services généraux. Il y a un modèle d'alternative qu'on appelait le 2 bis, qui est que si la copropriété choisit de déléguer cette configuration à un opérateur spécialisé, l'opérateur peut aussi prendre lui-même son propre contrat de fourniture. Et dans ce cas-là, on appelle ça un raccordement indirect, c'est-à-dire que l'opérateur nous demande, à nous, Enedis, de poser un compteur en aval du compteur des services généraux, qui permet dans ce cas-là directement de dissocier la consommation électrique des recharges de véhicules électriques de la consommation électrique des services généraux. Pour autant, il faut que la puissance sur les services généraux soit évidemment disponible. Et puis, il y a la troisième configuration qui est aussi une configuration fortement déployée aujourd'hui dans les copropriétés, qui est la configuration de créer un nouveau compteur dédié pour l'ensemble des bornes de recharge. Donc, cette configuration permet facilement de déléguer le service à un opérateur qui va s'occuper pour le compte de la copropriété de faire créer ce nouveau compteur dédié, et puis va mettre en place le tableau électrique, le système de pilotage et assurer le service de répartition des consommations.
Donc justement, la contrepartie à cela, c'est comme point d'attention, il faut bien évidemment regarder de près les conditions du contrat avec cet opérateur, notamment un peu comme si je fais le parallèle avec les solutions informatiques. Vous savez, si vous prenez du Apple, c'est pas forcément complètement ouvert avec Microsoft, etc. Donc là, c'est un peu pareil. Si vous prenez un opérateur, il faut être vigilant sur la compatibilité des équipements qu'il va installer afin que vous puissiez facilement changer d'opérateur si vous le souhaitiez. Et puis, il y a certains opérateurs qui proposent des solutions de tiers investisseurs, c'est-à-dire que, en fait, ils investissent en lieu et place de la copropriété. Là aussi, il y a des points d'attention à voir, c'est qui est propriétaire de l'infrastructure, comment sortir du contrat si on n'est pas satisfait et comment maîtriser l'évolution des tarifs de l'opérateur, puisque quelque part, cela revient dans ce cas-là à concéder un espèce de monopole à cet opérateur qui va du coup devenir incontournable pour chaque copropriétaire pour se raccorder. Voilà. Pour autant, ce type de solution, évidemment, j'allais dire tout inclus est plus simple à mettre en œuvre parce que l'opérateur s'occupe de tout. Voilà les trois grandes familles. Après, pourquoi c'est le bon moment pour une copropriété de réfléchir à cette démarche? Alors, d'une part, on l'a évoqué en préambule, effectivement, la loi d'orientation des mobilités incite fortement les copropriétés, notamment en invitant les copropriétés à faire des études comparatives, justement, études de ces trois solutions pour examiner les coûts et les avantages inconvénients de chacune des solutions en fonction des besoins et des attentes des occupants. Donc cette obligation de mettre à l'ordre du jour une étude comparative des solutions d'infrastructure est définie dans la loi d'orientation de mobilité et doit se faire d'ici au 1er janvier 2023. Voilà. Mais au-delà de ces incitations entre le droit à la prise et obligation de faire une étude comparative, il y a surtout des incitations financières, et notamment le programme Advenir, qui est un dispositif qui permet non seulement de prendre en charge, alors c'est une petite coquille, c'est pas 50%, c'est 40% de la borne à usage privé, c'est-à-dire que tout utilisateur résident qui pose une borne de recharge sur sa place de parking, que ce soit en droit à la prise ou que ce soit en équipement collectif, bénéficie de cette prime à devenir à titre individuel, donc qui va de 600 à 960 euros. Et par contre, en complément, la copropriété peut bénéficier, si elle met en place un équipement collectif qui permet d'alimenter en puissance électrique au moins 20% des besoins totaux du parking, eh bien la copropriété bénéficie de 50% de prise en charge du coût de cette infrastructure. Donc cela permet de réduire notablement le reste à charge, je dirais, de la copropriété sur l'équipement collectif. Et en complément, donc des aides sont disponibles aussi pour les copropriétaires particuliers, donc le crédit d'impôt transition énergétique de 300 euros sans condition de ressources et le taux de TVA réduit de 5,5. Et en plus, sur certaines métropoles, notamment la ville de Paris, il y a des aides additionnelles qui peuvent se cumuler. Donc, toutes ces aides peuvent baisser significativement le coût de raccordement d'une borne de recharge. Et puis j'ai mis en dernier lieu les liens utiles pour aller plus loin. Et si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Voilà, merci Olivier pour cette présentation. Il y a des questions. On peut Oui, peut-être arrêter, ça je vais le faire. Arrêter le partage d'écran. Hop, voilà, c'est fait. Comme ça, on nous voit tous les deux en grand. Toujours très clair. En tout cas, il y a des nouveaux schémas d'ailleurs que j'ai trouvé vraiment
que j'avais pas vu avant, hein. Je sais pas dans quelle mesure ils sont nouveaux, mais en tout cas que je ne connaissais pas, qui sont très très clairs. Alors oui, il y a Philippe qui dit qu'il faudrait corriger le slide 40% et non 50%. Je Bon, suis d'accord. voilà, Je like et je m'en occupe. ça, on va le corriger. Merci à certains qui sont réactifs. Alors, il y a Luc qui pose une question, qui nous demande la démarche collective. Tu la vois d'ailleurs si tu fais QR Oui, en oui, bas. je la vois. Je la La démarche, vois. je pose pour tout le monde, n'engage-t-elle pas des délais plus importants que la démarche individuelle? N'y a-t-il pas un risque de heurt avec un copropriétaire pressé d'avoir une prise? D'ailleurs, il y avait une autre qui était peut-être rejetée ou je me suis trompé. Je la réouvre, cette question. Alors déjà sur cette question-là, effectivement, elle est tout à fait pertinente et effectivement, dans le cadre d'une démarche droit à la prise, on est sur une logique d'information de la copropriété, puisqu'en fait le copropriétaire a le droit de faire valoir ce droit à la prise pour connecter sa borne. Toutefois, il doit quand même obtenir l'accord du syndic, ne serait-ce que pour réaliser les travaux dans les parties communes, puisqu'il va devoir câbler sa borne pour son alimentation et donc intervenir dans les parties communes. Donc effectivement, c'est potentiellement, ce droit à la prise va beaucoup plus vite puisqu'on est plutôt sur une logique d'information et d'autorisation à réaliser des travaux. Donc si le syndic, j'allais dire, autorise rapidement, il n'y a pas besoin de passer en AG, même si quelquefois les syndics veulent quand même une information en AG formelle. Toutefois, effectivement, un équipement collectif, lui, nécessite souvent un coût d'investissement de la part de la copropriété, ou bien, à défaut, si c'est en solution tiers investisseur, une décision en assemblée générale de copropriété pour décider de déléguer à l'opérateur et de signer la convention qui lie la copropriété avec l'opérateur. Donc là, forcément, il y a les délais de passage en AG. Puis après, il y a des délais de travaux, évidemment, parce que mettre en place une infrastructure collective, c'est des travaux qui sont un peu plus significatifs que simplement câbler une borne ou une prise sur les services généraux. Donc effectivement, on peut compter un délai de, allez, entre 3 mois et 6 mois pour un droit à la prise, si tout se passe bien, s'il n'y a pas de contentieux, parce qu'après, il peut y avoir des difficultés, comme le faisait remarquer l'avocat. Pour une infrastructure collective, il faut le passage en AG, donc déjà, il faut attendre le passage en AG, puis après, il faut compter voilà, autour de 6 mois à 9 mois pour que finalement l'ensemble de l'infrastructure se mette en place. Donc, effectivement, après, c'est soit le propriétaire d'une voiture ne peut pas attendre et décide de passer sur un droit à la prise, soit il trouve d'autres solutions en attendant le temps que la décision se mette en place. Voilà. Donc ça, c'est la question de Luc, hein, si je ne me trompe pas. Est-ce que il y avait une question? Alors, si tu en vois d'autres là qui te plaisent. Oui, alors le droit à la prise oblige-t-il la copropriété à accepter la raccordance sur un compteur général? Alors là-dessus, je ne pourrais pas moi me prononcer, c'est plutôt à l'avocat de se prononcer. Moi, j'aurais tendance à dire oui, dès l'instant où la puissance est disponible sur le compteur général des services généraux et que ça ne présente pas un risque de sécurité. C'est l'esprit du droit à la prise, c'est-à-dire que le motif sérieux et légitime pour s'y opposer, c'est s'il y a un problème de sécurité. S'il n'y a pas de problème de sécurité, si la puissance est disponible, de fait, on ne peut pas interdire le copropriétaire de se connecter dessus. Il y a évidemment un compteur divisionnaire qui permet d'isoler les consommations électriques de ces bornes par rapport aux compteurs services généraux, mais ça exige effectivement au syndic de faire des appels de charges et des répartitions de consommation qui sont un peu plus compliquées. Ouais. Et puis effectivement, la puissance des services généraux doit être adaptée en termes de souscription. Et là, pour le coup, c'est l'ensemble de la copropriété qui paye cette souscription. Ouais. Une question de Jean-Luc, je pense, si une copro fait installer une prise cette année, peut-on lui demander de se rallier à un système global l'année suivante? Alors, alors pour prolonger la question de Luc, effectivement, le copropriétaire ne veut pas attendre, il exerce son droit à la prise, mais il se trouve que, donc il raccorde sa prise ou sa borne sur les services généraux, et il se trouve qu'à l'assemblée générale suivante, la copropriété dise, finalement, il y a plein d'autres, il y a quelques autres résidents qui voudraient aussi installer des bornes, ce serait bien d'installer une infrastructure collective, faisons-la. Effectivement, le copropriétaire qui a déjà raccordé sa borne sur un droit à la prise, il peut soit rester en l'état,
soit au titre de l'installation de l'infrastructure collective, c'est englobé évidemment dans la construction de l'infrastructure collective, dévoyer finalement son alimentation de bornes et se raccorder sur l'infrastructure collective pour libérer la puissance des services généraux. Ouais. Allez, j'en prends une dernière, puis j'en vois d'autres, mais après, nos chers lecteurs pourront venir te rencontrer, électrices, en tout cas auditeurs aujourd'hui, pourront venir te rencontrer dans la salle pour te poser des questions directement. C'est comment faire pour les parkings extérieurs? Très bonne question. C'est plus compliqué pour les parkings extérieurs parce qu'effectivement, il y a souvent des problématiques de terrassement. Alors, les solutions techniques sont à peu près les mêmes, hein, sauf que si le parking extérieur est assez éloigné, enfin, est dans une configuration par rapport à l'immeuble, quelquefois il est plus facile de faire un raccordement direct depuis le réseau public plutôt que de se reprendre depuis le bâtiment. Mais effectivement, sinon, en fait, on peut aussi se reprendre par rapport à l'alimentation du bâtiment. Mais dans ce cas-là, il y a un coût additionnel qui correspond au terrassement et aux travaux de VRD, puisque il va y avoir à faire passer des fourreaux pour alimenter les places extérieures. Oui, donc ça peut coûter un peu plus cher. Tout à fait. Et qui contacter, là, j'en prends une dernière juste pour le plaisir, qui contacter chez Enedis pour connaître l'état du TGBT? Alors, l'état du TGBT qui est en aval du compteur, c'est plutôt votre installateur électricien qui va vous le dire. La capacité de puissance disponible sur le compteur services généraux ou sur la colonne électrique. Alors, sur le compteur services généraux, c'est votre fournisseur d'électricité qui vous vend l'électricité sur les parties communes peut vous répondre sur la puissance disponible. Sinon, effectivement, vous pouvez contacter Enedis au travers donc du lien que je vous ai mis dans la présentation qui affiche une carte de France. Et sur cette carte de France, vous avez le numéro de téléphone unique national et aussi l'adresse mail de l'agence de raccordement électricité Enedis qui pourra répondre à ces sollicitations. Voilà. Merci beaucoup Olivier pour d'avoir répondu à ces questions. À la pause café tout à l'heure, juste après la présentation de Legrand, tu pourras retrouver en visio les personnes qui te poseront des questions. Et donc à vous, cher public aussi, vous pourrez retrouver Olivier Terral pour Enedis directement dans sa salle tout à l'heure à la pause café. Mais au préalable, donc encore une fois merci, à très bientôt. On se reparle d'ailleurs demain. Là, Tout à quand fait. on sera Garenne-Colombe, on va parler, mais pour ceux qui veulent venir, on parlera aussi beaucoup colonne montante, parce que ça c'est un vrai sujet pour les copropriétés. Donc ce sera aussi un autre point que tu aborderas.